Rebonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la deuxième vidéo, la deuxième partie de ce cours consacré à la grande mutation de l'économie occidentale entre 1873 et 1914. Et cette deuxième partie est consacrée en fait aux grandes transformations du second 19e siècle qui vont permettre de sortir de la Grande Dépression pour arriver à ce que j'appellerais une grande expansion. Alors voilà le plan que je vais suivre pour cette deuxième partie, et voilà dans la colonne de droite un certain nombre de vocabulaires, de mots-clés, de dates et de chiffres qui vous permettront de mieux suivre en fait ce cours. Donc la transformation du second 19e siècle. Et je l'aborderai en trois points. Tout d'abord en vous évoquant l'innovation technologique qui va jouer un très très grand rôle dans ce passage de la Grande Dépression à la Grande Expansion, comme l'a montré Joseph Schumpeter au XXe siècle, non pas systématiquement mais très souvent. Eh bien, l'innovation technologique est un puissant levier pour développer l'économie, sortir d'une crise et repasser à une phase de prospérité. Je vous évoquerai également dans un deuxième temps la modernité organisationnelle qui joue un très très grand rôle dans la période et qui est même l'une de ses très grandes originalités. Nous vivons en très grande partie sur la modernisation organisationnelle qui est apparue durant cette période. Et puis dans un troisième temps, et là aussi ça nous parlera, ça parlera à notre actualité parce que c'est à ce moment-là qu'elle est véritablement apparue, je vous évoquerai l'avènement du capitalisme financier. Alors premier temps, donc l'innovation technologique. Malgré leurs coûts, les entrepreneurs vont décider de recourir à un moment donné à ces nouvelles technologies, car ces nouvelles technologies permettent de gagner bien sûr en productivité, de toucher davantage les consommateurs et de restaurer les profits. L'Allemagne est à la pointe du phénomène car elle a développé, on avait dit un mot dans le cours précédent, dans des laboratoires, eh bien, cette recherche concertée entre les industriels et les universitaires. Cette recherche de laboratoire qui fait sortir en fait les chercheurs et les universitaires de leur isolement pour les amener dans le sein des entreprises et en pouvant bénéficier, dans certains cas même, de financement, il faut le dire, d'État. Donc on a là un élément très très important. Et puis le rôle, bien évidemment, des expositions universelles, elles sont apparues dans la période précédente, la première, je le rappelle, en 1851 à Londres, mais il y en a beaucoup dans les années 1870, 80, 90. Citons, pour ne prendre que cet exemple, celle de Paris, une exposition en 1878 à Paris, une exposition qu'on appelle l'exposition du centenaire, centenaire de la Révolution française en 1889, qui donne lieu, vous le savez, à l'édification à Paris de la Tour Eiffel, exposition dite du siècle, du 19e siècle, bilan du 19e siècle, exposition de 1900. Et là, je ne cite que les expositions parisiennes, mais vous en avez à Vienne, vous en avez aux États-Unis, vous en avez en Italie également pendant cette période. Ces expositions universelles témoignent d'un regain, d'une vitalité nouvelle de l'économie et surtout servent de vitrine à de nouvelles innovations qui sont faites, des découvertes et ces découvertes en appelant rapidement d'autres. On a un phénomène que les économistes qualifient de grappe d'innovation qui apparaissent grâce à ces expositions universelles et qui vont générer une deuxième vague d'industrialisation, une deuxième révolution industrielle dans ces années-là. Alors bien évidemment, il m'est impossible dans un cours d'une durée d'une heure d'évoquer toutes ces innovations tant elles sont nombreuses durant la période. Je vous donnerai quelques exemples. De nouveaux procédés permettent par exemple de fabriquer beaucoup plus facilement l'acier qui
durant ce second 19e siècle, va supplanter complètement le fer et la fonte, avec une généralisation par exemple dans les voies ferrées de l'usage de rails en acier. La chimie va être l'une des branches tout à fait fondamentales de la deuxième industrialisation. Eh bien, dans la chimie se développe la technologie des matières plastiques, mais également des produits pharmaceutiques. À Dans l'entreprise Bayer, à Leverkusen, en Allemagne, eh bien, on va par exemple inventer, et vous la connaissez tous bien évidemment, l'aspirine en 1899. Et je ne prends ici qu'un exemple significatif. Dans le textile, autre secteur d'activité, sont mis au point dans des laboratoires les textiles artificiels, comme par exemple la soie artificielle, qui fait son apparition en 1884 et qui permet, je dirais, de se prémunir de la maladie du ver à soie, de la pébrine, qui avait sévi dans les décennies précédentes. On voit naître également, durant ce second 19e siècle, une véritable industrie agroalimentaire avec des procédés de conservation. À l'initiative de Louis Pasteur, la fameuse pasteurisation en 1865, la conception, je l'évoquais dans la première partie du cours, en 1873, d'une machine frigorifique qui va permettre de transporter des cargaisons de viande du Nouveau Monde vers l'Europe. La naissance également, en fin de période, des fameux réfrigérateurs ménagers, avec la création d'une marque emblématique aux États-Unis qui très rapidement va exporter vers l'Europe. C'est la fameuse marque Frigidaire, à tel point que dans le langage populaire, le terme de frigidaire remplacera le terme de réfrigérateur. Cependant, les principales innovations interviennent dans le domaine de l'énergie. Si le charbon, et j'insiste là-dessus, reste la source énergétique la plus importante à la veille de la Grande Guerre, 90% de la consommation totale de l'énergie en 1913 reste carbonée. Je vous dis cela parce que je vous évoque ici des innovations. Mais il faut faire toujours très attention. Le fait d'évoquer les innovations fait qu'on a tendance à occulter des tendances lourdes qui souvent sont les tendances majoritaires. Donc, je prends la précaution de vous dire que nous restons dans une économie très largement à base de charbon, comme elle l'était au moment de la première révolution industrielle. Il n'en demeure pas moins que de nouvelles sources d'énergie apparaissent, et sources d'énergie qui vont être appelées à, au fil des décennies, prendre une importance croissante, au premier chef l'électricité. L'électricité est connue depuis l'Antiquité, par contre, on ne savait pas la produire de façon industrielle, et c'est la grande innovation des années 1870 de permettre cette production industrielle de l'électricité. Il faut évoquer ici le savant Gramme, qui en 1871 est savant Gramme, l'inventeur de la dynamo. Il faut évoquer l'alternateur qui permet de produire un courant continu, un courant alternatif, pardon, à la place du courant continu et qui est beaucoup plus commode d'utilisation. Il fait son apparition en 1877. On parlera, pour évoquer ces bienfaits de l'électricité, très rapidement de la fée électricité, qui va permettre à l'exposition universelle de Paris en 1870, grâce à la lampe à incandescence de Thomas Edison, eh bien, d'illuminer de façon continue pendant plusieurs nuits des grandes places parisiennes, à l'émerveillement des citadins et des spectateurs de cette exposition, car jusque-là, l'éclairage se faisait au gaz. Donc on peut désormais éclairer à l'ampoule électrique. Très rapidement, la fée électricité va rencontrer une demande sociale avec l'urbanisation, avec l'équipement des villes, le confort domestique, l'éclairage des espaces publics, l'électrification également des tramways, l'arrivée dans les logements du téléphone,
du ventilateur, du fer à repasser. Cette électricité offre bien évidemment aussi la possibilité d'éclairer les usines de façon continue et par exemple d'appliquer à ces usines la règle des 3-8 où des équipes se relaient 3 fois dans les 24 heures pour une durée de 8 heures de travail. On ne chôme plus même la nuit. Alors la deuxième grande innovation dans le domaine de l'énergie, eh bien, c'est la mise au point du moteur à explosion. Il est antérieur à notre période, il date de 1862 et il va connaître de multiples perfectionnements jusqu'en 1895 pour en faire un instrument à la fois puissant et souple, mais aussi léger et de petite dimension, ce qui lui permettra d'avoir de multiples applications pratiques et de donner naissance à de nouvelles branches industrielles. En amont, l'industrie pétrolière et en aval, bien évidemment, l'automobile et puis dans un deuxième temps l'aviation. La première voiture à pétrole est commercialisée en 1885 par la firme allemande Daimler et Benz et va connaître un succès extrêmement rapide, ce qui amène d'autres constructeurs européens eh bien, à se lancer dans le secteur automobile qui très rapidement va passer d'un stade artisanal au stade industriel, comme je l'évoquerai tout à l'heure. Alors on pense par exemple à Louis Renault en France, on pense, je le disais tout à l'heure, à Daimler-Benz en Allemagne, et puis on pense à Fiat en Italie, à Turin. Fiat étant un sigle qui signifie Fédération internationale italienne, pardon, Fédération internationale italienne, je vais y arriver, des automobiles de Turin. Alors deuxième point, la modernisation organisationnelle. Des entreprises d'un nouveau type apparaissent et se développent pendant la période des années 1870 et 1880. Les sociétés par action que l'on a vu créer dans les années précédentes vont revêtir une forme plus particulière qui est celle de la société anonyme à responsabilité limitée, la fameuse SARL, qui va permettre en fait à l'entreprise eh bien, de se procurer d'énormes ressources et de limiter les risques des chefs d'entreprise, de même que des actionnaires. Les entreprises s'entendent parfois pour fixer des quotas de production, établir des prix communs, se partager des secteurs d'activité, de commercialisation. Et ces ententes qui contreviennent d'une certaine façon au capitalisme libéral, dont je vous disais dans le cours précédent qu'il reposait sur la libre concurrence, vont connaître une très grande extension dans un certain nombre de pays européens, en particulier en Allemagne, où l'on parlera de système de cartel. Il arrive que ces entreprises s'interpénètrent en échangeant des actions ou en adoptant même une direction commune. Et puis vous avez, là c'est une concentration horizontale d'entreprises, je dirais, similaires ou quasi similaires. Vous pouvez aussi avoir des phénomènes de concentration verticale de la matière première à la distribution. En Allemagne, toujours en Allemagne, qui est en pointe là aussi pour ces phénomènes de concentration verticale, ce sont les fameux concerns. En Grande-Bretagne, ce sont les amalgamations. Le sidérurgiste allemand Krupp, dont je vous ai parlé dans 2 cours précédents, et ne serait-ce que parce qu'il était celui qui a forgé ces fameux canons qui ont tiré sur Paris durant la guerre de 1870, le siège de Paris, eh bien, va posséder ce sidérurgiste Krupp, outre ses hauts fourneaux et ses aciéries qui constituent le cœur de son entreprise et qui lui permettent de produire ses canons, mais également ses locomotives et ses rails, ses voies ferrées, eh bien, en amont, des mines de fer et de charbon. Et puis également, bien évidemment, en aval, un certain nombre de chantiers navals et des entreprises de transport et de commercialisation pour ces produits,
à tel point que l'entreprise Krupp, dont le siège est à Essen, dans la Ruhr, comptera même jusqu'à plus de 80 000 employés à la veille de la Grande Guerre. Alors dans certains de ces groupes et de ces entreprises gigantesques, de nouvelles façons de travailler s'imposent. Comme par exemple dans les compagnies de chemin de fer, ces compagnies de chemin de fer qui utilisent une capitalisation massive, qui ont beaucoup d'employés et qui ont plusieurs décennies d'avance en ce domaine. Le véritable chef d'entreprise n'est souvent plus le fondateur, le propriétaire, ses fils, ou même le principal actionnaire, mais un véritable technicien de gestion choisi pour ses compétences par le conseil d'administration. C'est le manager, c'est le début de l'ère du management qui nous vient d'outre-Atlantique. Car, nous le dirons tout à l'heure, les États-Unis sont en train de devenir, alors déjà la première puissance industrielle de la planète, et bientôt même la première puissance économique. En fin de période, là encore venue des États-Unis, l'organisation scientifique du travail, inventée par l'ingénieur Taylor, organisation scientifique du travail qu'on appelle également, vous avez dû le voir dans vos programmes de lycée, le Taylorisme. Il commence à se répandre, mais encore timidement, en Europe à l'extrême fin du XIXe siècle, et en particulier dans les entreprises automobiles dont je vous parlais tout à l'heure, chez Renault par exemple, à Boulogne-Billancourt, en 1912. Pour augmenter les rendements, les ouvriers vont en particulier répéter machinalement et à l'infini les mêmes gestes le long d'une chaîne de montage, ce que Charlie Chaplin, 2 décennies plus tard, décrira de façon absolument brillante dans son film Les temps modernes. Alors j'en viens au troisième et dernier point de cette deuxième grande partie, à savoir, et ça n'est pas le moindre, à savoir l'avènement d'un capitalisme financier. L'agriculture, l'industrie, le commerce ont besoin de capitaux de plus en plus importants. Et à côté des banques de dépôt dont je vous ai parlé dans le cours précédent de la création, eh bien, vont naître des banques d'affaires pour financer l'économie. Alors, en France, on pensera par exemple à la Banque de Paris et des Pays-Bas, fondée en 1872 et qui deviendra plus tard le fameux Paribas. Ces banques sont extrêmement puissantes, elles en viennent à contrôler l'économie. Et une anecdote qui vous montre cette puissance financière, et d'une certaine façon, il faut le dire, un petit peu inquiétante, eh bien, en 1878, nous avons parlé, vous vous souvenez, dans un cours précédent de la Turquie, qui avait été ramenée au pas pour avoir écrasé les Slaves et les Bulgares. On lui impose le traité de San Stefano en 1878, mais celui-ci n'est pas si dur qu'il devrait l'être, que voudraient que les Russes le soient, ce traité, tout simplement parce que s'interposent des banquiers français, des banquiers autrichiens, des banquiers anglais, qui sont intéressés aux affaires de la Turquie et qui veulent à tout prix éviter tout démantèlement de l'Empire ottoman. Donc ce capitalisme est en voie de mutation industrielle à la base. Il est en train de se muer en un capitalisme bancaire et financier qui devient rapidement surpuissant. Et puis, les bourses de valeur, dont nous avons déjà parlé, et dont les principales se situent à Londres, à Francfort, à Paris, à Berlin, vont coter durant la période un nombre croissant de sociétés et brasser des volumes d'argent de plus en plus importants. Les revenus des valeurs mobilières, qu'il s'agisse des actions ou des obligations, vont, et c'est très important, commencer à l'emporter dans la plupart des pays d'Europe occidentale sur les revenus des propriétés bâties et de la rente foncière. C'est une grande première, c'est une mutation fondamentale de l'économie, c'est, on peut le dire, une véritable révolution qui s'opère.
Les États, les sociétés et les particuliers sont de plus en plus attirés aussi, il faut le dire, par les investissements à l'étranger. Et nous avons là l'un des vecteurs de la deuxième mondialisation. Alors, il y a une première mondialisation au début de l'époque moderne. Il y a bien évidemment la grande mondialisation, la globalisation que nous connaissons depuis les années 80 et caractérisée par la naissance de l'Organisation mondiale du commerce au début des années 1990. Mais il y a dans ce second 19e siècle et à la veille de la guerre de 14, une deuxième mondialisation. Et on la mesure entre autres par ces investissements européens hors du continent, du vieux continent. L'Europe va les multiplier, imaginez par 4 ces investissements hors du continent européen entre 1870 et 1914. Et ce capitalisme financier que je vous ai montré en train de naître ne tarde pas avant de s'internationaliser. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une troisième vidéo pour vous évoquer le troisième et dernier temps de ce cours, la période de la grande expansion.